image. Ouais. c'est des gens qui déjà tout, je me vois déjà. Je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui intéresse. C'est quoi? C'est des étudiants, des compositeurs, des gens Demande du déjà business. s'il y a des étudiants. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bonjour. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais vous demander qui vous êtes un tout petit peu. Enfin, vous demander qui est étudiant dans la salle, par exemple. Ok. Compositeur, compositrice. Ok. Et travaillant dans cette belle industrie qui est la musique à l'image. Ok. Merci. Bonjour à tous. Avant de nous présenter, je vais juste, comme vous pouvez le voir, le sujet de cette table ronde est assez vaste. Donc on va essayer comment dire, d'approcher ça en expliquant et en étudiant comment la musique s'intègre dans une production audiovisuelle et quelles sont ses composantes, ses métiers, et comment on peut essayer de faire cohabiter ça du mieux que possible. Et je vais laisser nos amis se présenter. Moi, je m'appelle Pierre Catoni, je suis agent de compositeur et compositrice, et je dirige une agence qui s'appelle Troisième Auteur. Parfait. Bonjour à tous, merci d'être là. Pour ceux que je ne connais pas, je suis Sacha White, je suis la directrice du département musique de Media One. Media One, c'est un groupe audiovisuel, le plus grand groupe en Europe, c'est 80 boîtes de prod. On produit de tout, tout possible et imaginable, sauf la pub. Et je m'occupe de la supervision musicale de beaucoup de nos projets. Bonjour à tous, je suis Jonathan Gourmel, je dirige les éditions d'Infine, donc label et éditeur parisien. Et je suis par ailleurs, j'ai une autre activité qui est celle je dirige une agence de management et on représente 2 compositeurs de musique à l'image, cinéma, fiction. Bonjour à tous, je m'appelle Clément Calvé, je suis producteur. Mon groupe s'appelle Superprod. On opère essentiellement en Europe, en Italie, en Angleterre, au Luxembourg et un peu aux États-Unis. Donc on brasse beaucoup de coproductions. Donc pour nous, la musique, c'est pas uniquement une question française, mais vraiment internationale aussi. Merci. Juste donc, petit rappel de ce qu'est la musique dans une production audiovisuelle. C'est important parce qu'en fait, là, comme vous voyez, on a des approches différentes par rapport à la musique dans un film qui est multiple. Donc, juste pour rappeler que la musique dans un film, c'est des synchros, de la librairie musicale et de la musique originale. Musique originale qui implique donc la présence d'un compositeur, d'une compositrice qu'on doit payer et la production de cette musique qui doit aussi qui a un coût et qui doit être prise en charge. Et donc ces 3 composantes, l'idée c'est de les faire cohabiter le mieux possible. Et je vais un petit peu, enfin voilà, donc les métiers qui sont impliqués là-dedans, facilement il y a donc des superviseurs musicaux comme Sacha, et aussi beaucoup de superviseurs qui sont indépendants, qui interviennent, on va dire comme pas sous-traitants, mais en tout cas qui sont embauchés par des producteurs pour gérer les problématiques musique, qui se font de la synchro et parfois aussi toutes les questions liées à la musique originale. On a des labels et éditeurs, donc Jonathan chez Infine, qui sont les interlocuteurs de ces superviseurs ou des producteurs pour dealer les synchros et leur vendre ces morceaux. On a les librairies musicales qui sont, on va dire, des boîtes à part entière qui produisent de la musique qui est intégralement clearée sur la partie master et publishing, donc en fait qui est de la musique prête à l'emploi et qui se finance aussi selon les usages, selon la durée, plein de choses. Et on a les agents de compositeurs, compositrices et compositeurs, compositrices qui sont aussi pas toujours représentés, qui s'adressent à des producteurs que Clément représente aujourd'hui. Et avec donc, courage. Avec courage, parce qu'on va un peu embêter Clément, mais gentiment. Non, mais en fait, voilà, l'idée c'est de vous demander des précisions. Moi aussi, parce que je suis un peu côté producteur aussi. Je suis un peu à cheval entre les deux. Ouais. En tout cas, je vais être sympa, mais je vais vous demander des précisions sur vos métiers. On va commencer par Clément pour comprendre quelle est ton approche un petit peu de la musique sur un film. Et plus concrètement, plus prosaïquement, un peu comment tu construis une enveloppe pour la musique, comment tu
la budgètes? Est-ce que c'est une ligne dans un budget ou est-ce que tu la précises un peu plus? Et quels éléments tu prends en compte pour la déterminer? Voilà. Je te remercie pour la question, hein. Vaste question, on pourrait en parler pendant 1 heure. La première chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame, de généralité, hein. On fait des prototypes, hein. Chaque projet, chaque œuvre est singulière et elle a besoin d'une identité forte, notamment grâce à la musique. Donc on ne peut vraiment pas répondre à la question de manière globale, encore une fois. Maintenant, si on essaie de dégager des grandes idées, la première, c'est que la décision au niveau de la musique, elle est toujours créative. C'est le premier élément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, et personne n'a jamais produit une œuvre audiovisuelle en se disant je m'en fous de la musique, je vais prendre ce que j'ai. Ça n'existe pas en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalisateur qui peut monter sur un projet sans avoir une idée de la musique qu'il a envie de jumeler avec son œuvre visuelle. Ça, c'est une première chose. C'est une constante. C'est-à-dire que c'est le premier truc qui nous travaille. Et souvent, monter une production, ça prend du temps, ça peut prendre des années. Et on pense à la musique du premier jour où on a l'idée de faire un projet qu'on veut monter, jusqu'au moment où on la réalise. Alors, soit en passant par des spécialistes, soit parce qu'on nous les impose aussi, hein. Encore une fois, c'est un prototype. Parfois, on travaille avec des gens qui ont tellement d'argent qu'ils ne veulent pas qu'on supervise la musique. Ils veulent absolument nous imposer des gens parce qu'ils veulent absolument contrôler ce qu'ils font, etc. Donc ça, c'est des cas un peu extrêmes, mais ça arrive de plus en plus puisque les plateformes dont je parle, qui ont les moyens, sont de plus en plus présentes et assez agressives de ce point de vue-là. Maintenant, pour les productions, on va dire, plus indépendantes, c'est sans doute celles qui nous préoccupent davantage aujourd'hui, c'est vraiment une discussion avec le réalisateur. Parfois, c'est lui qui l'impose, parfois c'est le producteur qui a une vision dès le départ. Je peux vous donner plein d'exemples différents. On a même fait un film où il n'y avait pas de musique. Voilà. La réalisatrice ne voulait pas de musique parce que ça se passait dans une prison, qu'elle a un cinéma réaliste. Elle voulait que ça soit dur, âpre. Et c'était une décision positive, on va dire. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de musique. Voilà. C'était une volonté particulière. Mais encore une fois, même de ne pas mettre de musique, c'était une décision créative. Toi, tu produis des films de prise de vue réelle et des films d'animation. Voilà. Est-ce que ton approche, elle est quand même différente, j'imagine, ton rapport à la musique et l'intégration de la musique dans le process de création globale? Alors, la différence, c'est qu'en matière d'animation, on fait systématiquement des coproductions. Donc, systématiquement, les partenaires qui produisent le film ou la série proviennent de différents pays. Et donc, la première question qui se pose déjà, c'est de savoir, entre nous, qui sera en charge de s'occuper de la musique. Ça ne veut pas dire que le réalisateur n'a pas son mot à dire, ça ne veut pas dire que le choix ne sera pas créatif non plus, mais c'est quand même une composante qu'il faut intégrer. On est dans un monde aussi économique. Et bien sûr, j'ai parlé de la première constante qui est le creative first, ça c'est sûr. Mais la deuxième, effectivement, on est dans un monde économique avec l'offre et la demande, avec des besoins de financement, sinon l'œuvre n'existe pas. On a tous intérêt à ce que l'œuvre existe. Et donc en matière d'animation, il y a beaucoup de coproduction. Et voilà, la première décision, c'est ça. En matière de fiction, c'est quand même... il y a bien sûr des fictions internationales, mais on a quand même un secteur qui travaille plus sur la France, on va dire. Et là, en l'occurrence, c'est plus un choix avec le réalisateur. On a de la chance d'avoir des compositeurs incroyables. Il y a des superstars, des inconnus, les inconnus qui deviendront les superstars. Et voilà. Encore une fois, c'est des prototypes. Parfois, on s'arrête sur une idée, sur un compositeur. Je me souviens, ou une chanson qu'on veut monter. Je me souviens d'un film qu'on avait fait pour enfants, Kériti, la Maison des Contes. On voulait absolument Petit Papa Noël dans le film, et on voulait absolument que ce soit Arthur H qui compose ce morceau et qui nous fasse une version à lui de ce titre. Et ça nous a pris 4 ans pour l'obtenir, et on l'a été livré, le film était fini, et on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Ça arrive aussi, mais ça parce que c'est une passion, c'est notre métier, on est habité par ce qu'on veut produire, donc parfois on prend ces risques-là aussi. Et puis parfois, ce sont des films beaucoup plus modestes, avec moins de budget. Et là, c'est plus nos rencontres, ce qu'on a entendu, les courts-métrages, des gens qui viennent nous présenter des talents, le réalisateur qui a des amis, des connaissances, des compositeurs qui se présentent aussi. Voilà, pas de règles de ce point de vue-là. Je ne veux pas accaparer le micro. Hein, non, juste peut-être dernière question. Est-ce que juste dans ton rapport à cette enveloppe de musique dont on parle, est-ce que c'est quelque chose que tu détermines en fonction du budget du film? Est-ce que tu interroges aussi ce que va être la musique, la personne qui va l'écrire, la composer,
pour fixer ce fameux chiffre et un petit peu déterminer ça. Ouais. Oui, on commence sur le créatif et on finit toujours par des chiffres, par des financements. Déjà, il y a des questions de savoir si on va avoir de la synchro ou pas sur les films. Donc pareil, plus on travaille sur des gros budgets, plus on travaille avec des gens qui ont des ambitions commerciales fortes, plus ils sont enclins à nous demander de mettre des synchros dans les films, qui coûtent souvent cher, qui prennent une partie. Donc dans ces cas-là, il y a deux budgets. Il y a un budget synchro, il y a un budget pour la composition. Et après, sur le budget même pour la composition, c'est un peu, j'ai envie de vous dire, comme on aimerait tous avoir plus d'argent, hein, mais ceux qui nous le donnent aussi, on estime qu'ils ne nous en donnent pas assez. Donc nous, on réserve une partie en fonction du talent avec qui on discute. Je pense qu'Alexandre Desplat n'a pas été payé le même prix sur le Château des Singes le siècle dernier et sur ses dernières compositions. C'est une discussion, mais c'est toujours une discussion saine parce que les compositeurs, globalement, sont des gens encore plus passionnés peut-être que les producteurs. Ils ont envie de faire leur projet. Et donc, on arrive globalement toujours à s'entendre. En tout cas, je n'ai pas d'exemple où il y a eu des difficultés ou des impossibilités. Mais effectivement, ce n'est pas la même chose si on a un budget à quelques millions et un budget à des dizaines de millions. Ce n'est pas la même ouverture sur les moyens. On est d'accord. Et Sacha, du coup, toi qui représente de fait, qui travaille avec des producteurs et des productrices très différents, 80, tu disais, j'imagine que là, Clément nous a fait une réponse qui est assez rassurante en tant que producteur, c'est-à-dire que la création, l'artistique est mis un petit peu au centre de la réflexion. J'aime bien entendre tout ça. Voilà, c'est vrai que c'est très agréable. Et c'est vrai que c'est une spécificité quand même de gens qui produisent de l'animation quand même. J'allais dire, c'est de l'animation, il y a du temps aussi, ça se prolonge sur la durée. Et un rapport à l'artisanat qui est différent aussi. Ouais. Et donc toi, pardon Sacha, j'imagine que ces discussions ne sont pas toutes les mêmes en fonction des producteurs. Comment tu approches ce sujet-là avec eux? Il y a beaucoup de pédagogie. Comment tu vois les choses? Ouais, je pense que de base, ils ont tendance à arriver en disant voilà, j'ai tel chiffre, je veux faire ça. Et en fait, moi, je suis très pédagogique dans mon approche parce que j'ai à la fois la casquette directrice du département musique, mais je fais aussi de la supervision musicale. Donc la partie casquette département musique, j'ai bon, alors, dans ton budget, ça veut dire quoi? C'est attitré à quoi? À quelles activités? À quel élément de la musique? Donc, on en a parlé au début. Il y a 3 composantes. Il y a la musique composée pour le projet, il y a la musique additionnelle. Dans la musique additionnelle, il y a la librairie musicale et il y a les synchros de musique du commerce. Donc, première chose, c'est déjà de leur faire comprendre qu'ils ont ces 3 outils-là avec lesquels ils peuvent jouer. C'est des morceaux du puzzle. Moi, je dis toujours la supervision musicale, c'est comment on bouge ces morceaux du puzzle en fonction des contraintes du projet, que ce soit des contraintes de temps, d'artistique, de budget. En fait, on peut jouer avec ça et notre rôle, c'est de savoir où est-ce qu'on met telle enveloppe, à quel moment, en fonction de quel besoin. Donc, premier sujet, c'est d'essayer de leur faire comprendre les composants. Après, de lire, en fait, j'essaie toujours de lire un scénario dans un monde parfait où j'arrive pas à la fin quand c'est déjà la merde. Si j'arrive au début avec suffisamment de temps de réflexion dans ce petit monde parfait, je vais faire un spotting musique, je vais lire, je vais faire un dépouillement en disant après ma compréhension du projet à la lecture, je pense que la série, elle est écrite autour des synchros de musique du commerce parce que c'est l'histoire qu'on raconte. Donc j'ai bossé sur une série comme ça qui s'appelle Machine. Et on ne pouvait pas raconter cette histoire sans avoir des synchros de musique du commerce. Donc, là, j'ai poussé tout le chiffre dans l'enveloppe synchro. Après, il y a des projets où il y a quelques synchros qui sont écrites à l'intérieur du script. Mais en gros, tu comprends que c'est parce que le réal a bien aimé telle musique, ça lui rappelle son enfance et il se fait son petit plaisir. Et donc là, tu repousses toute l'enveloppe dans la partie musique originale. Et après, parfois, tu n'as vraiment pas de budget et tu fais ce que tu peux avec ce que tu as. On peut faire des trucs très très bien sans argent. Ça m'est déjà arrivé de faire des projets entiers avec que de la librairie musicale ou avec que des stems d'une musique originale qu'on a retrafiquée. En fait, cette contrainte, une fois qu'on sait quelle est la contrainte, comment l'établir, quelles sont les envies, après on trouve une liberté là-dedans. Mais il faut avoir ces discussions en amont le plus tôt possible. Si on n'a pas de temps, il nous faut beaucoup d'argent. Si on n'a pas beaucoup d'argent, il nous faut beaucoup de temps. Concrètement, sur Machine dont tu parles, beaucoup de synchro, est-ce qu'il y a de la musique originale à côté? Oui, bien sûr. Il y a Thomas Capot qui a fait la bande sonore.
Ok. Et donc, tu as quand même réussi à lui réserver, on va dire, un budget décent pour qu'il travaille, Bien produise. sûr, je suis sûre qu'il aurait préféré plus, comme tout le monde, mais là, en l'occurrence, la musique composée, elle tissait un lien. Par contre, les synchros, elles tenaient l'histoire. Donc là, c'était clair que le plus important, c'était de gérer les synchros de musique du commerce en premier, et après que la musique composée vienne S'imbrique là-dedans. soutenir, Ouais. s'imbriquer à l'intérieur de tout ça. Très bien. Jonathan, est-ce que tu as envie de réagir à tout ce qui se dit, toi, dans ta double casquette de représentant d'éditeur pour la question des synchros et aussi un peu d'agent de compositeur, et pas des moindres? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Clément, c'est que je suis d'accord, les compositeurs sont des gens tout à fait passionnés et qu'en général, on trouve toujours des solutions entre le producteur, le réalisateur, réalisatrice et le compositeur. En tout cas, nous, on est assez souple sur certains aspects et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une discussion en amont. Quels sont les attendus, qu'est-ce qu'on veut dans un film. Si on veut un orchestre, eh ben, ça coûte cher, donc il faut le savoir. Donc tout ça, c'est des discussions abordées en amont. Et je trouve qu'en général, c'est très apaisé si on arrive à discuter assez tôt et arriver assez tôt sur un projet de film. Le vrai problème, c'est quand on est dans l'urgence. Et là, on n'a jamais de solution et tout coûte beaucoup plus cher. On est souvent dans l'urgence. C'est dommage qu'on n'a pas une pièce plein de producteurs. Et toi, Jonathan, donc dans ta casquette de responsable synchro, comment t'interagis avec les producteurs, les superviseurs, comment tu fixes tes prix et quels éléments tu prends en compte pour faire une offre qui est intéressante pour toi et qui est dimensionnée au projet? Il y a des éléments objectifs que tout le monde utilise, donc le budget du film, la notoriété de l'artiste, la notoriété d'un morceau en question. Donc il n'y a pas de grille tarifaire en synchro. C'est vraiment de la négociation de gré à gré. C'est pour ça qu'on ne sera pas remplacé par l'IA. Voilà. A priori, certains éditeurs ont peut-être des prix planchers, des prix minimums. Nous, on a quand même une vision assez particulière parce qu'on est éditeur et on est producteur de tout ce qu'on fait. Ce qui nous donne beaucoup d'agilité et de souplesse. Et nous, on ne perd jamais de vue le fait qu'une bonne synchro, c'est hyper avantageux pour nos artistes aussi, quoi. Je peux donner un exemple. Là, on a Léonie Pernet qui a été synchronisée dans une scène hyper importante de Bref 2 il y a quelques mois. Et le lendemain de la sortie de la série, toutes les données de consommation, de stream, de Shazam ont explosé pour Léonie, quoi. Et donc nous, on perd jamais ça de vue parce que ça peut être un rôle un peu stratégique pour nous. Il se trouve qu'on sortait l'album de Léonie 3 mois après, donc ça, c'était parfait. Donc nous, on a cette chance-là et du coup, on peut faire preuve de plus de souplesse sur des synchros que d'autres labels ou d'autres éditeurs. En revanche, ce qu'on ne veut pas faire, c'est brader. Donc ça, mais après, c'est une discussion. C'est sûr que chez nous, Rhône, ça va coûter beaucoup plus cher qu'un jeune talent émergent. Donc voilà, toutes ces considérations sont à prendre en compte. Est-ce que tu dis par rapport à l'exposition des artistes, est-ce qu'en même temps tu subis pas un peu ce chantage, oserais-je dire, permanent de la part pour de la pub, je pense, pour des producteurs qui disent oui, mais en fait, tu vois, là, ton morceau, je te le prends pas cher, mais il va être super exposé. Ouais, alors moi, j'hésite jamais à dire non. Moi, j'ai aucun problème à dire non à une synchro que je trouve pas assez payée, pas assez intéressante pour l'artiste. Et on a de la chance, c'est que nos artistes, ils nous suivent à chaque fois. Donc moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Donc je subis pas cette espèce de. Enfin, c'est pas un chantage, hein. Je comprends tout à fait que les producteurs, parfois, aient pas d'argent ou moins d'argent. Dans la pub, on peut pas dire qu'on n'a pas d'argent, donc c'est d'autres discussions. Mais moi, je n'hésite pas à dire non, quoi. Merci pour tout ça. Comment est-ce qu'on peut procéder ensuite, voir justement peut-être s'intéresser à peut-être parler un petit peu de musique originale là-dedans et vous dire que donc effectivement, moi j'ai le sentiment, et c'était ce que je vous disais, que parfois en tout cas, parmi ces composantes, et moi je le vis de mon point de vue d'agent de compo,
il y a des postes qui souffrent d'arbitrage qui ont été faits en amont et parfois de façon pas très cohérente à mon sens au vu des projets. Et donc, représentant des compositeurs, j'ai quand même souvent le sentiment qu'on ait une valeur d'ajustement au sein de ces grandes enveloppes. J'ai voilà, des exemples dont je ne citerai pas les noms, mais où on est parfois dans des caricatures de ce qui ont été dit ici, donc des films où on est sur plusieurs centaines de milliers d'euros réservés à la musique, et où en fait, au sein de ces centaines de milliers d'euros, il y a 50, 60, 80 000 euros pour la musique originale. La rémunération et la production de cette musique incluse. Donc des écarts qui deviennent un petit peu improbables et incohérents, même si en l'occurrence on parle d'un scénario qui, dès la base et même dès le roman adapté, mentionne des morceaux qui sont des golds des années en question, donc qui vont coûter de l'argent. Mais comment éviter quelque part et comment faire en sorte que finalement la personne qui va passer le plus de temps sur un film, in fine, parfois des mois, puisse travailler dans des conditions sereines de travail, que son travail soit valorisé, mais qu'aussi les... Pédagogie, en fait. C'est ça. Moi, je me permets, j'ai un peu ma casquette département musique. Quand on est entouré de producteurs qui ne maîtrisent pas les coûts de fabrication, qui ne comprennent pas les composants, la différence entre le compositeur, l'artiste-interprète, le producteur. En fait, ce n'est pas leur premier métier, les producteurs. Ils ont un autre métier. Nous, notre métier, c'est la musique. Nous, on comprend tout ça. Donc, il faut être un peu pédagogique et expliquer, en fait, vous voulez faire X, vous nous donnez l'enveloppe Z, c'est pas compatible. Si vous avez que cette enveloppe-là, voilà ce qu'on peut vous donner. Si vous voulez ça, par contre, il faut que l'enveloppe soit ça. C'est d'expliquer, d'exprimer, de dire en fait la production d'avoir 50 cordes, ça va vous coûter tant, donc vous n'avez pas le budget pour ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Il y a toujours, je trouve, des solutions intéressantes, mais il faut pouvoir les exprimer, les expliquer et prendre le temps. Bon, moi, je porte mon petit drapeau supervision musicale, mais nous, on est là justement pour faire ça, pour être entre eux, toutes ces composantes-là, de trouver à quel moment on met tel argent dans telle enveloppe. Très souvent, l'enveloppe démesurée de la musique additionnelle, et parce que ce titre-là, il a une accroche particulière, il va parler à un certain public, et donc peut-être, en fait, par rapport à ce que la prod et ce que le réalisateur a envie de faire, en fait, ça vaut le coup de dépenser cet argent. Par contre, si vous êtes confort dans votre enveloppe musique originale, ça, c'est un autre sujet. Est-ce que c'est une question de minutage, une question de choix de talent, instrumentation? En fait, il y a plein de composantes juste de cette partie-là. Là, on ne parle même pas des 3 typologies de musique, on parle juste des composantes de la musique originale. Il y a plein d'éléments qui peuvent bouger pour que les gens soient à l'aise. Mais je pense qu'il faut les exprimer. Sur les synchros, il y a un truc qu'on n'arrête pas de répéter, c'est qu'au stade du montage, ne pas mettre Michael Jackson en morceau de référence, par exemple, parce que ça coûte très cher et c'est difficile à remplacer. Donc nous, on se bat constamment contre les theme tracks. Les musiques référentes, ouais. Oui, effectivement, pour ceux qui... en tout cas, il y a des façons d'approcher la musique originale et on en revient au fait qu'être en amont facilite beaucoup de choses, toujours. Mais à partir du moment où le film rentre en production, donc qu'il est tourné et qu'ensuite le montage commence, parfois même en parallèle du tournage de plus en plus aujourd'hui, y compris sur du cinéma d'auteur, là on est déjà dans une course contre la montre, contre le temps, et parfois contre des monteurs qui, faute de musique originale à placer sur leur montage, un montage qui s'affine, mais en tout cas très vite ils rentrent dans la Zimmer matière. avec un budget de... Voilà. Et donc ils utilisent des morceaux temporaires, on l'évite jamais complètement, mais en fait... comment dire, ces morceaux temporaires, on s'y attache, et un réalisateur, une réalisatrice s'y attache aussi. Et parfois, on se retrouve dans des problématiques un peu tardives d'un compositeur qui n'a pas vraiment su remplacer ce morceau un petit peu écrasant qui peut être Hans Zimmer, Cristobal Tapia de Veer, enfin les compositeurs à la mode du moment aussi, avec des sons assez spécifiques et puis produits, évidemment, ces références, elles sont souvent américaines, donc elles ont été produites avec... voilà, un certain investissement et du temps. Bref, tout ça pour dire que ensuite on se retrouve dans une déception double. C'est-à-dire Mais il y a des moyens d'éviter ça. On est en train de le pratiquer ensemble là tout de suite. Tout à fait. Tout à fait. Et peut-être que tes producteurs, il y aura un mot à dire, mais s'il y a déjà un compositeur qui est sur un projet mais qui n'aura pas de la matière avant que le montage commence,
on peut faire plein de trucs intéressants. Genre, prendre plein de musique que ce compositeur a fait avant, prendre plein de stems, tout mettre en salle de montage et de dire travaillez avec ça en premier. Et après, on va voir. Après, on va retravailler ça. Mais après, c'est pas un réflexe forcément standard, mais ça peut être une solution qui peut éviter le piège du time tracks. En tout cas, c'est quelque chose qu'on invite à faire à chaque fois. Toi, Clément, comment tu fais justement quand tu manques de temps, quand tu es dans des problématiques comme celle-ci voilà. Alors vraiment, moi, je me pose pas du tout les questions dans ces termes-là. Je pense que pour réussir une production, il faut faire les choses pour les bonnes raisons. À chaque fois qu'on prend une décision qui va nulle part, le film ira nulle part, le projet ira nulle part. Ce qu'il faut comprendre avec la musique, c'est que c'est pas un gadget en fait. La musique, c'est un personnage. C'est-à-dire que si on comprend pas ça avant de commencer son projet, il y a une grande chance qu'on aille dans le mur. Hein. Après, si on a le moyen de se payer Michael Jackson, ça ira mieux parce que les gens ils danseront peut-être sur leur fauteuil, mais franchement, c'est pas comme ça que ça marche en fait. J'ai envie de vous dire. Soit on le fait pour une bonne raison, soit on va dans le mur. Donc, et les bonnes raisons, c'est d'arriver à faire en sorte que le réalisateur et les compositeurs aient défini le même personnage pour la musique, en fait. Et quand ça se passe comme ça, en général, eh ben on le voit, quoi. Les mecs, ils se parlent tout le temps, ils bossent le dimanche ensemble. Enfin voilà, ils parlent jamais d'argent, en fait. Je peux pas vous dire mieux. Ouais. Et quand on n'a pas ça, on sent que c'est plus compliqué, c'est effectivement plus bancal. Mais c'est ça qui est précieux, c'est ça qu'il faut défendre, c'est ça qu'il faut, en tant que producteur en tout cas, hein, s'évertuer à construire et à nourrir et à arroser, on va dire, hein, si on peut parler comme ça. Mais c'est pas facile. Et concrètement, cette configuration idéale qui est justement d'avoir des créatifs qui travaillent ensemble, qui vivent ensemble et qui créent ensemble, comment tu fais en termes de temps? Par exemple, tu produis une fiction, mettons, l'animation étant effectivement particulier de par le temps que ça dure et puis toutes les étapes liées à sa fabrication, mais sur un film de prise de vue réelle, à quel moment tu te dis, toi, en tant que producteur, quid de la musique au sens large, quid du compositeur, de la compositrice, et comment tu approches les choses avec ton réal? La musique tout de suite, hein, c'est au moment où tu lis le scénario déjà, forcément. Mais il y a quand même des réalisateurs aussi qui ont des habitudes, qui sont quasiment en fusion avec des compositeurs. Hein, je pense à Très souvent, qui parfois ferment la porte aussi aux producteurs, ils font leur truc en cachette et on découvre des choses après. Je pense à un réalisateur comme Hervé Admar, par exemple. Déjà, lui, il vit en musique tout le temps, et même maintenant, il en compose carrément, mais il a toujours travaillé avec de près. Et puis après, la musique, le montage se fait sur la musique, en fait. Donc, c'est vraiment un personnage. C'est avant la technique, c'est avant le reste. Et alors, l'alchimie, pourquoi on tombe amoureux, pourquoi c'est difficile de répondre à cette question, mais en tout cas, nous, on doit veiller à ça en tant que producteur. Et puis après, on a des envies. Mais comme tu dis, si c'est des envies je sais pas, quand tu dis, des réals qui disent j'ai écouté ça quand j'étais jeune, j'aimerais bien le mettre dans mon film et tout, c'est dangereux, quoi. On sent que ça fait peur, quoi. Pour se retrouver dans une voiture 25 secondes avec un bruit d'essuie-glace, quoi. Parfois. Non, mais je pense qu'il y a un discours assez rationnel. Tu parles de cette relation où le producteur se situe par rapport à son réal. Moi, très souvent, si je vois que ça coince avec un réal et que j'arrive pas à rentrer, je vais repasser par la porte du producteur en expliquant la situation, en essayant de comprendre comment on peut diriger dans le bon sens ou essayer de trouver le chemin, de trouver le moyen de prendre le chemin du réalisateur. Je pense que, encore une fois, c'est une histoire de communication, de comprendre pourquoi, en fait, il veut ce titre de son enfance. Est-ce qu'en vrai, c'est hyper important pour cette histoire ou pas? Et je pense que quand on parle et qu'on pose les bonnes questions, la réflexion, elle devient évidente. Et ça m'est déjà arrivé avec des réalisateurs de dire « Ok, tu veux Michael Jackson. D'accord. Explique-moi pourquoi. Explique-moi pourquoi ce titre-là, dans cette séquence-là, à quoi ça sert, comment ça sert ton propos, comment ça sert l'image. » Et en fait, une fois qu'ils commencent à verbaliser, parfois, ils font « Ouais, en fait, j'ai pas besoin de ce titre. » Tu fais « Ah, bah voilà. »
c'est pas aussi simple que ça à chaque fois, mais en vrai, je pense que ce discours, cette réflexion de vraiment pouvoir mettre des mots sur pourquoi, de rationaliser, bah, en fait, on trouve le chemin. Et je pense que les producteurs, même s'il n'y a pas de superviseur, les producteurs peuvent aussi faire ça avec les réals, comme les monteurs peuvent le faire, et chacun va avoir son avis. Ils ont besoin d'exprimer pourquoi ils ont fait ce choix artistique. Et en vrai, si l'argent dans les fameux petits pots, si cet argent est dans le bon pot, ça s'explique. Ok, on est d'accord. Ouais, j'ai même envie de dire que les producteurs doivent être presque les premiers à le faire, dans le sens où, enfin, un producteur sur un film doit être notre allié sur la musique, dans le sens où c'est quand même la personne qui connaît le mieux son réalisateur, sa réalisatrice. Et donc toi, enfin, j'ai l'impression qu'un superviseur, il doit aussi accompagner ce mouvement de poser des questions à un producteur et On à n'est son pas réal. magicien, on n'est pas magicien, donc on doit faire avec ce qu'on a. Et en fait, le producteur, là où je me sens très souvent épaulée par le producteur, c'est quand ils disent, bon, on va devoir faire un choix. Soit tu veux 20 cordes, 40 cordes, soit tu veux ce titre. Et là, ils vont faire, ok, bon, je pense qu'en fait, l'impact, encore une fois, je reviens à mes petits pots d'argent, l'impact plus important par rapport à cette prod, c'est de mettre l'argent sur la production de la BO. Et en fait, pas sur cette séquence en boîte de nuit où on a une musique en fond. Ou au sens inverse, de dire, bah, là, en fait, c'est un plan séquence magnifique, un moment hyper important. Et oui, ça marche très bien avec la musique composée dessus. Mais en vrai, on veut accéder à notre audience d'une certaine manière. On veut pouvoir exporter ce film aux États-Unis. Donc, on veut un truc qui va parler à des jeunes de cette époque-là, dans ces territoires-là. Et hop, en fait, l'impact, c'est ce moment-là. On va faire venir cette musique. En fait, on va la faire revenir à la fin. On va tisser un lien. Et là, d'un seul coup, la synchro, elle a une valeur, elle est importante. Et l'argent que tu as mis dans ce pot, il est valorisé. Je pense que, enfin, dans le thème de cette table ronde, il y a quand même la question de poser les questions que vous n'osiez pas demander. Donc, on va peut-être vous donner le micro pour vous demander si vous avez des questions et y répondre. Je me déplace, c'est à moi de faire ça. Bonjour. Ça marche ? Ouais. Comme ça, oui. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Je suis Adeline Grenet, je travaille pour l'Orchestre national Île-de-France et j'ai 2 questions probablement naïves, un peu de débutante. Il n'y a pas de questions bêtes dans la musique, c'est hyper important ça. La première, et peut-être que c'est dur d'y répondre, mais est-ce que vous pouvez donner une fourchette de budget consacré à la musique ? J'ai bien compris que ça dépendait du type de film, mais pour avoir un peu une idée. Et la deuxième, c'est pas si fréquent d'utiliser un orchestre symphonique. Est-ce que c'est qu'une question d'argent, ce que j'entendrai parfaitement, ou est-ce que c'est plus souvent une question artistique ? Sacha, Clément ? Je veux bien répondre à cette question parce que on a eu un exemple avec la musique de Cro-Blanc de Bruno Coulet où effectivement c'est une adaptation où Cro-Blanc ne parle pas, c'est assez plutôt fidèle au roman. Donc on avait quand même besoin d'avoir une musique assez puissante, présente et qui, voilà, encore une fois, a été un personnage et un pont entre Cro-Blanc et le public. Et donc on avait quand même l'aspiration à vouloir faire ça avec un orchestre, en l'occurrence philharmonique. Mais on savait que ça allait être compliqué quand même de faire ça en France. Et comme c'était un film d'animation, je vous l'ai expliqué précédemment, et qu'il y a des coproducteurs, on s'est tourné vers notre partenaire luxembourgeois. Donc on a regardé un peu les équilibres au niveau du partage du travail, et on a décidé de lui transmettre la responsabilité de tout l'enregistrement de la musique. Et nous, on a récupéré du travail en amont sur de l'animation, sur d'autres tâches qu'on pouvait sans doute absorber plus facilement parce qu'on est un studio en permanence, qu'on en a plus de 500 personnes, donc c'est plus facile pour nous d'arriver à trouver des talents qui viendront compléter les équipes existantes, alors que sur l'enregistrement d'un philharmonique, il faut faire un chèque, donc c'est comme ça. Et donc voilà, c'est l'exemple où on trouve toujours des solutions. C'est un des exemples de comment on a fait pour aller au bout de ce désir, de ce rêve presque. Mais donc, si je résume, tu as su faire la place à cet orchestre philharmonique, finalement. Vous avez su ensemble avec tes coproducteurs. Oui, parce que, je ne sais pas, faire un chèque de 10, je peux, en prenant des gens
dans mon studio qui viennent en renfort sur les équipes d'animation. Donc ils vont prendre de l'animation là où ça devait être fait au Luxembourg, parce qu'ils sont permanents dans mes équipes et je peux faire des arbitrages comme ça. Mais encore une fois, voilà, l'orchestre, lui, il y a un devis, il y a un nombre de musiciens à payer, il y a un chèque à faire, donc on ne peut pas s'en sortir. Donc c'est comme ça qu'on a solutionné là. Mais on l'a fait parce qu'on était têtu et qu'on voulait aller jusqu'au bout de cette expérience. Et vraiment, c'était pas vraiment pas un regret, quoi. C'est-à-dire que la première seconde, je me souviens au Luxembourg, quand ils ont attaqué tous ensemble, les 90 d'un coup. Physiquement, c'était incroyable. Et on avait les larmes aux yeux. C'est-à-dire que ça faisait 14 ans qu'on bossait sur le film, parce que c'est un drame. Hein. Donc un drame en dessin animé, c'est pas facile à monter. Et franchement, là, c'était une victoire incroyable. On s'est dit, voilà, on sait pourquoi on a fait ce film quelque part. Ça a été révélé par la musique. Donc c'est encore tout ce que je dis. Voilà, c'est-à-dire que c'est un tout. Et on ne savait pas que ça allait être ça qui allait nous apporter cette émotion. On était presque dans la bataille jusque-là tout le temps depuis 14 ans. Et à ce moment-là, il y a eu un relâchement de tous. On s'est tous mis à chialer, quoi. Jonathan, je te donne la parole juste après, mais c'est vrai que ce truc de l'effet du studio, dans la finalisation un peu de la pédagogie... Oui, on va enregistrer à Abbey Road. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'effet que ça a sur un réalisateur, sur un producteur, de venir en studio et d'entendre sa musique jouer en vrai, mais que c'est pas forcément que du grand orchestre, hein, je veux dire, même un soliste, merveilleux musicien peut faire cet effet-là. C'est un truc génial à vivre pour nous, évidemment, qui travaillons sur ce sujet spécifique, mais pour des gens qui pensent un projet depuis des années, c'est d'autant plus fort. Et ça, il faut insister là-dessus, parce que ça fait partie vraiment de la façon dont on fait comprendre aux gens que la musique a de la valeur. C'est de les prendre par la main et de les emmener dans ce processus de création. Jonathan, pardon, Non, c'était juste pour rajouter, pour répondre à ta deuxième question, que moi d'expérience, et c'est ce que tu dis là aussi, c'est toujours une décision artistique et créative de faire appel ou pas à un orchestre. C'est souvent le film qui le veut. Et il y a des discussions avec le compositeur en amont pour savoir comment faire fonctionner ça, quoi. Mais j'ai jamais eu l'occasion de constater que c'était une décision faute de mieux, en fait. Non, sachant que la musique a aussi beaucoup évolué à l'image aujourd'hui, donc on est beaucoup moins dans la question du scoreur à l'ancienne, et que faire de la musique de film, ça implique aujourd'hui plein de talents et d'origines différentes. On a des artistes qui viennent de la scène, qui font de la musique de film, des gens qui ont vraiment cette formation, on va dire, classique, de score plus à l'ancienne. Donc il y a aussi un éventail de possibilités sur la musique de film aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut? Et je réponds vite fait entre-temps à la première question. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a vraiment pas de réponse. Parfois, par typologie, par exemple, on va dire un téléfilm à l'antenne, on peut dire que oui, il y a des fourchettes de budget qui sont à peu près standards, mais pour des longs métrages, des séries, il n'y a absolument pas de règle. Ça dépend encore une fois, mais c'est à nous de mettre en fait la barrière de qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent, mais on peut dire 15-20 000 euros. 20 000 euros si on est plus ou moins content. Voilà. Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Linda, je représente les éditions CDM Musique. Sacha, tu l'as dit rapidement tout à l'heure, enfin tu l'as plutôt évoqué, concernant la librairie musicale. Je voulais savoir quelle est alors plutôt du côté producteur pour le coup, quelle est la place que vous accordez à la librairie musicale? Est-ce que alors instinctivement, vous dites ok, c'est la galère niveau budget, du coup forcément on va faire appel à la librairie musicale parce que de facto, c'est moins cher? Ou est-ce que potentiellement, parce que la librairie a beaucoup évolué ces dernières années, je prends notre catalogue par exemple, on a un catalogue qui fait intervenir les musiciens de Hans Zimmer par exemple. Est-ce que vous vous dites, ok, on a un budget qui est un peu moyen, est-ce que la librairie musicale peut notamment être choisi à ce moment-là, malgré un budget qui est entre guillemets correct? Ouais, après, il y a aussi parfois, par exemple, dans le documentaire, il y a des contraintes par rapport au bonus CNC, donc il faut faire de la musique originale. Il y a aussi l'idée que la musique composée, elle est composée parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a une couleur, ça tisse un lien, ça donne une identité au projet. Donc la librairie musicale,
c'est qualitatif, mais c'est pas monté à l'image. On peut jouer un peu avec les stems, il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je suis prêche convertie, hein. Je viens de là, donc je maîtrise très bien la place de la librairie musicale et ce qu'on peut faire avec. On est quand même en France, on a quand même une mauvaise vision de la librairie musicale, même à partir du nom qu'on l'appelle, la musicomètre. Les choses changent, elles changent un peu moins vite en France, mais pour moi, la librairie musicale, c'est un outil. C'est un outil hyper important qui te permet de faire plein de choses. Là, par exemple, j'ai un projet où on a un budget hyper ric-rac, mais on a des ambitions comme ça. Le compositeur, il sait qu'il ne va pas pouvoir faire 60 minutes de musique sur un 90 minutes. On a dit, OK, voyons déjà les éléments les plus récurrents, les plus importants. On sait que ça va être de la musique originale. Et puis, on ira piocher dans les librairies pour trouver des choses qui sont dans cette couleur-là, qui rajoutent un peu à l'étendue de la musique sans nous sortir en fait de cette ambiance. On va utiliser des stems. Le compositeur en lui-même a déjà fait des albums de librairie, donc on va aller piocher dans sa librairie. C'est un outil, c'est une manière de réfléchir, mais je dirais, je me permets, mais je pense que la plupart des producteurs réfléchissent pas comme ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Notamment en animation. Je pense que la librairie musicale est assez peu utilisée. Mais donc la librairie, on est d'accord que ça reste un outil qui est utilisé quand on a des ambitions, mais faute de moyens, quand même. Oui, mais parfois on peut aussi avoir la nature d'un projet peut être que la musique elle est très diverse, qu'on veut mettre du jazz ici, du rock ici, du classique là, et en fait c'est logique qu'on va pas demander à un seul compositeur de faire tout ça. Bon, la nature du projet peut aussi dire que en fait c'est pertinent d'utiliser de la librairie musicale parce que ça, c'est logique. On ne va pas demander à une personne de faire tout ça. C'est vrai, en tant qu'agent, moi, il n'est pas rare. Non, en tout cas, il m'arrive d'encourager des producteurs à utiliser de la librairie sur des choses spécifiques. Typiquement, je sais pas, si on a vraiment une envie d'un titre Motown enregistré du feu dans des grands studios des années 60-70, il vaut mieux aller chercher un pur morceau de librairie qui a su faire un son propre à cette époque que de demander à un compositeur ou du qui gros n'est pas épique, spécialiste. des trucs de bande-annonce Ouais. aussi, parce qu'en fait, les librairies musicales, vu qu'elles mutualisent les dépenses, ils vont mettre des gros budgets pour la production de la musique. On ne pense pas quand on dit librairie musicale, mais en vrai, ils vont aller prendre cet orchestre avec 40-50 personnes parce qu'ils vont financer un album qui va tourner sur plein de choses. Donc parfois, tu peux avoir, moi ça m'est déjà arrivé de remusiquer, quand je bossais en librairie, de remusiquer de la musique originale qui était pourrie parce qu'il n'y avait pas d'argent et de grandes ambitions. Et en fait, compositeur, producteur, vous n'êtes pas magicien non plus. On a remusiqué avec que de la librairie musicale et c'était largement plus intéressant en faisant comme ça, artistiquement et qualitativement, c'était beaucoup mieux par rapport à la demande. J'en profite, c'est un peu un écart, mais les compositeurs qui sont ici présents, n'hésitez pas à faire de la librairie un peu sur le côté. C'est-à-dire que c'est quand même potentiellement un apport financier de droit qui est très intéressant pour vous, et ça vous permet parfois aussi d'aller sur des projets plus compliqués, de prendre des risques sur des choses désargentées, ou à l'inverse de dire non à des choses que vous n'avez pas envie de faire mais que vous devez faire parce qu'il faut manger. Donc, voilà, si vous en avez le goût, faites-le. Et c'est pas le même exercice. Donc ça diversifie aussi dans vos compétences. Ça se rapproche beaucoup plus à créer un album comme de la musique du commerce. La librairie musicale, c'est plus dans cette veine-là. Il y a une commande, vous composez des morceaux pour ce truc-là. Là où le travail de compositeur de musique à l'image, c'est vraiment un travail main dans la main, c'est spécifique au projet, c'est minutieux, c'est un autre exercice. Absolument, et du point de vue du compositeur, tu es en création permanente en fait. Tu n'attends pas le projet du film qui va arriver après. C'est-à-dire qu'entre deux, tu continues à créer, ça te développe tes outils, tes équipes, etc. Donc en fait, quand tu fais beaucoup de librairies et beaucoup de musique originale, l'un nourrit l'autre. Et du point de vue du compositeur, en fait, tu exerces ton métier en permanence. Et ça, moi, les jeunes compositeurs, à la fois pour l'aspect économique, comme tu disais, Pierre, mais pour l'aspect métier aussi, et compréhension de ce qu'on demande, des briefs, etc., faites de la librairie, faites-en. Ouais, c'est une bonne école aussi. Hein. Mais ouais, non, mais et puis comprendre ce qu'on me demande. Parce que dans la librairie, un film, c'est plus open en créativité. Mais
Non, je pense qu'on a du temps pour encore une, voire deux questions, si on est rapide. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose à demander? Bonjour, j'ai un peu une étude de cas où je me pose un peu la question. Moi, je suis agent d'artiste. C'est une artiste qui a collaboré avec une réalisatrice sur un projet documentaire. C'est un projet qui est resté assez confidentiel pour l'instant, qui est déjà projeté dans des cinémas, mais qui n'est pas distribué, par exemple. Donc, en fait, moi, je me pose la question, peut-être que vous n'êtes peut-être pas les personnes qui pourraient répondre à ça, mais comment on peut trouver une production qui pourrait en fait aider à la distribution de ce documentaire, qui est en fait une histoire de tournée à vélo musicale. Donc voilà, je me demande un petit peu si vous auriez peut-être des chemins, des conseils. Voilà, merci. Je dirais qu'il faut surtout un distributeur, en l'occurrence, parce que le producteur, enfin, dis-moi, hein, mais lui, il va fabriquer son film. Et après, il y a beaucoup de métiers différents dans le cinéma. Et donc, il y a des gens dont la spécialité, c'est de distribuer un film, de mettre en place des campagnes marketing et des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est ça que toi, tu recherches, quoi. Mais je pense que c'est pas très commun, ce montage-là. C'est pas vraiment comme ça que ça se fait. Il y a une histoire, il y a un producteur, il y a un distributeur qui les accompagne et après c'est fabriqué. Donc c'est... Ouais. Je pense qu'il faut retrouver un producteur aussi. Ou essayer de le placer en festival aussi, j'imagine que... Enfin là, je suis moins expert, mais il y a beaucoup de festivals autour du film documentaire. C'est assez hors commun, ce montage-là. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, bonjour. C'est plutôt une question pour Jonathan. En tant qu'éditeur, est-ce que les demandes viennent toujours de Music Supervisor ou alors est-ce que parfois vous parlez plutôt en direct avec des producteurs? Nous, on a un devoir envers nos compositeurs qui est de les vendre. Et donc, on passe énormément de temps à aller rencontrer des gens, donc des superviseurs, mais aussi des producteurs, parfois des réalisateurs, réalisatrices. Enfin, donc les sources sont multiples, mais nous, on est très très proactifs parce que ça fait partie de notre métier et que c'est un devoir qu'on a envers nos compositeurs. Donc, c'est plus facile de démarrer une relation avec un superviseur parce que c'est vraiment, il est là pour ça. Mais après, au-delà de cette relation, on aime bien connaître les producteurs, les rencontrer. C'est pas toujours évident parce qu'ils ont beaucoup de travail et c'est un peu les assiettes chinoises. Quand tu es producteur, que tu fais un film, tu as des postes dans tous les sens, donc ils ne sont pas toujours accessibles, mais on essaie le plus possible de les rencontrer. Oui. Surtout que pas tous les projets ont des superviseurs musicaux, surtout en France. On a le temps pour une dernière question où je demande au... Ouais, si tu permets, j'aimerais bien pardon, juste dire un mot. C'est pour vous dire que parce qu'on on parle beaucoup du problème que la musique, à la fin, il n'y a pas assez d'argent, que c'est souvent sacrifié, etc. Mais je voudrais vraiment dire à tout le monde que aller dans le camion après que le chef-op ait fait ses courses avant d'aller tourner, vous verrez, il faut aussi enlever des choses du camion, aller sur toutes les étapes de fabrication. Il n'y a jamais assez d'argent pour tout, c'est pas que la musique. Et nous, en tant que producteurs, on aimerait tellement avoir plus de moyens, mais pas que pour la musique, pour tout vraiment. C'est pas... Quand je dis ça, c'est qu'on est tous dans le même bateau, quoi. C'est une œuvre de collaboration et à tous les étages, il y a des sacrifices à faire. C'est pas que la musique, ça c'est vraiment important de dire ça. C'est vraiment une collaboration. On est tous dans le même bateau et on doit se faire le meilleur film possible, mais pas que en focalisant sur la musique. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu en parlais aussi avec c'est quoi le budget du film en rapport avec le prix de la synchro.
ben, en fait, parfois, il y a un budget de film qui est énormissime et un budget musique qui est pas du tout grand en fonction. Mais encore une fois, on revient moi, je parle des pots argent par rapport à la musique, mais il y a des pots argent pour tous les éléments de la prod. Et à un moment donné, il y a des choix qui sont faits et ils disent, bah, en fait, là, on va mettre le paquet sur les effets spéciaux. Là, on va mettre le paquet sur les comédiens. Là, on va mettre le paquet sur le décor. Et en fait, il y a des choix à tous les niveaux qui sont faits qui font que, en fait, tous ces éléments-là vont collaborer ensemble et que la musique, c'est ça. Ce qui est certain, c'est que dans vos négociations, il faut poser un maximum de questions, effectivement, aux producteurs, vous renseigner sur le film de la façon la plus précise possible, parce que c'est vrai que je disais qu'on allait taper dessus, mais les producteurs sont nos alliés aussi, et en fait, ils ont envie de faire les choses bien la plupart du temps. Le cinéma d'auteur, notamment, fait avec ce qu'il peut et la complexité de ses financements. Donc, il faut vraiment interroger les films, le casting, le budget, les problématiques liées à un film qui peut être un film de genre, qui n'aura pas du tout les mêmes enjeux qu'un huis clos. Enfin, il y a plein de choses différentes à savoir en tant que vous, dans votre position de compositeur, d'agent de compo, de personne qui va travailler sur la musique d'un film. Le contexte est tout, en fait. Il faut vraiment comprendre le contexte de l'ensemble du projet avant de savoir comment répartir ce budget correctement. Et ce qu'on n'a pas dit, pardon, c'est que là, on dresse un tableau en parlant des enjeux, des choses auxquelles on est confronté. Mais il ne faut pas perdre de vue la joie intense que c'est pour un compositeur travailler avec un réalisateur ou une réalisatrice, et que c'est un métier génial. Donc il faut vraiment... alors il faut être très déterminé, mais moi je pense qu'il ne faut vraiment jamais lâcher, quoi. C'est une merveilleuse conclusion, presque. Clément, tu voulais ajouter un truc? Non, mais c'est juste pour vous dire que notre métier de producteur, c'est 99 non et un oui. Voilà, pour vous donner la réalité. Donc c'est dur pour tout le monde, et pour les compositeurs, évidemment, c'est dur parce que vous êtes très nombreux, il y a peu de projets, mais croyez en vous. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il est là.